à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de 7 jours en France. Nous reviendrons tout d'abord sur la rentrée difficile de François Hollande et du gouvernement. Croissance au point mort, chômage en hausse, le président français refuse malgré tout de changer de cap. C'était le 19 août 1944, la ville de Paris se soulevait pour vaincre l'occupant allemand. 6 jours plus tard, la capitale était libérée, un événement dont on célèbre cette année le 70e anniversaire. Et puis nous ferons le bilan des festivals de l'été, Solidays, Francophonie, Rock en scène. Plusieurs records de fréquentation ont été battus. C'était donc cette semaine la rentrée du gouvernement. Premier conseil des ministres mercredi après 2 semaines de vacances. Un retour plombé par les mauvais chiffres de la croissance et du chômage. François Hollande n'a pas l'intention pour autant de changer de cap, mais il promet d'accélérer les réformes. Une rentrée placée sous le signe des réformes économiques. François Hollande n'a pas choisi le premier conseil des ministres, mais le journal Le Monde pour annoncer les mesures prioritaires de cette rentrée. Première réforme, la fiscalité et notamment la fusion de la prime pour l'emploi et du RSA. Dans un rapport rendu avant l'été, le député PS Christophe Sirugue reprochait à ces 2 prestations de mal s'articuler entre elles. La PPE, attribuée avec un décalage dans le temps, est jugée trop complexe. Le RSA, méconnu de beaucoup de salariés, est lui sous-distribué. Une réforme fiscale à 2 volets avec l'annonce d'une refonte des premières tranches d'impôts. L'objectif est de continuer les réductions d'impôts pour les ménages les plus modestes. Autre dossier de cette rentrée, un grand plan de relance dans le secteur du logement et de la construction. Ce secteur clé de l'économie est en chute libre depuis plus de 3 ans. Enfin, François Hollande veut une loi sur le pouvoir d'achat. Un texte qui devra à la fois accroître la concurrence, faire baisser les prix et régler la question des ouvertures le dimanche. Un catalogue de mesures qui peine à convaincre les syndicats. J'ai envie de dire, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Faire simple, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait donner un coup de pouce au SMIC. Ce qui permettait à la fois d'améliorer le pouvoir d'achat de manière lisible et très rapide sur la fiche de paye des gens concernés, ce qui nous permettait de renégocier dans les branches. Pourtant, François Hollande et le gouvernement vont devoir convaincre. Une courbe du chômage ascendante, une croissance nulle au premier semestre, autant d'indicateurs au rouge qui font chuter la cote de popularité du président. Pour tenter de regagner la confiance, le chef de l'État en appelle à la responsabilité de sa majorité, avec un mot d'ordre, l'union. Je réponds que toute godille ou tout zigzag rendrait incompréhensible notre politique et ne produirait pas de résultats. Une allusion aux frondeurs, cette minorité de députés socialistes qui critiquaient bruyamment la politique du gouvernement avant l'été et qui sont de retour sur les bancs de l'Assemblée pour la rentrée. Je vous propose à présent de revenir sur la situation des migrants à Calais. Cette ville du nord de la France est le principal point de passage vers l'Angleterre. Là-bas, de nombreux clandestins tentent donc de traverser la Manche à la recherche d'une vie meilleure. Pour y parvenir, certains n'hésitent pas à se cacher dans des camions de transport de marchandises, une pratique qui excède de plus en plus les chauffeurs routiers. Ils agissent en plein jour, sans plus chercher à se cacher. Des migrants qui n'attendent même pas que les camions s'arrêtent pour se faufiler dans les remorques. À Calais, tous les jours, 5000 camions attendent d'embarquer ici, direction l'Angleterre. Juste à l'entrée du port, les migrants sont là, au bord des routes. Au moins 1 millier selon la préfecture. Et la même scène se répète tous les jours. Nous en avons été témoins ce matin même, en roulant près du port. Ce camionneur en chemise blanche descend précipitamment, il ouvre le battant. 7 clandestins sortent immédiatement. Ils ont pris ce camion au hasard, sans savoir s'il allait vers leur destination, l'Angleterre. C'est très difficile. Parfois, on va en Belgique et on revient. On va en Hollande, en Allemagne et on revient. Vous ne savez pas où ils vont ? Non, on ne sait pas. J'essaie et je me fais prendre. Puis je recommence, et encore, et encore. Il n'y a que 2 solutions. Soit j'y vais, soit je meurs. Pour les camionneurs, vérifier leur véhicule est devenu le premier geste du matin. Vous voyez ça ? Ils ont coupé la bâche pour regarder à l'intérieur, pour savoir où se cacher. À l'entrée du port, il y en a 200, 300. C'est une vraie épidémie.
Ils entrent par au-dessus, ils grimpent, ils déchirent la bâche et ils descendent dans le camion. Moi, je fais mon travail. Je n'ai rien à voir avec ce problème d'immigration. Calais d'Ouvre Calais. Depuis 28 ans, Philippe Valère fait le trajet. Des clandestins, il en croise de plus en plus. Voilà, vous voyez. Vous voyez, regardez, il y en a plein, il y en a partout, il y en a partout. Au matin, à 6h du matin, il y en avait qui étaient montés dans ma remorque. J'ai crié, j'ai dit vous sortez de là. Bon, ils ne me comprenaient pas sûrement, mais j'ai réussi à les faire sortir sans problème. Parce qu'il y en a qui vont plus loin. Voilà, il y en a qui vont plus loin. Comme ce chauffeur routier photographié il y a quelques jours. Une barre de fer à la main, pourchassant un passager clandestin. La hantise des intrusions est telle que les chauffeurs routiers se barricadent. Chaque nuit, 150 camions entrent dans cette forteresse. Des barbelés, des gardes-chiens, des caméras de surveillance et un fossé de 3 mètres de large, censé dissuader les migrants. Malgré cela, 2 nuits plus tôt, 8 clandestins ont réussi à passer. Les chiens les ont retrouvés, cachés au milieu de la marchandise. Nous voici maintenant au pied de l'Hôtel de Ville à Paris. C'est à cette fenêtre que vous voyez derrière moi que le général de Gaulle a prononcé son fameux Paris martyrisé mais Paris libéré. C'était le 25 août 1944. La capitale venait de connaître 6 jours d'insurrection contre l'occupant allemand, provoquant sa fuite. Retour sur un événement historique dont on célèbre cette année le 70e anniversaire. Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Paris libéré, le 25 août 1944, les Parisiens chassent l'occupant allemand. Une bataille qui commence le 19 août avec l'insurrection inattendue de près de 2000 policiers parisiens en grève depuis 4 jours. 3 organisations résistantes de la police ont décidé d'envahir la caserne de la Cité. Alors, à 7h30, ils négocient devant la porte face à Notre-Dame, sur le parvis de Notre-Dame. L'insurrection commence donc ce 19 août au matin, dans le lieu le plus inattendu, le plus improbable, puisque la police parisienne incarnait parfaitement la visibilité de la collaboration, à la caserne de la Cité. Derrière ces hautes murailles se sont retranchés des hommes en uniforme bleu qui en avaient assez de saluer des hommes en uniforme vert. Parti du cœur de Paris, le mouvement s'étend, la fièvre gagne. On tire, on guette. Malgré la trêve conclue entre les Allemands et les forces françaises libres dans la soirée du 19 août, des combats violents ont lieu le lendemain matin. Les affrontements se concentrent autour de l'Hôtel de Ville, un symbole pour la résistance. Paris a trouvé l'autre centre de son combat, l'Hôtel de Ville. D'autres bâtiments sont libérés, des ministères mais aussi des mairies. Dans tous les arrondissements de Paris, la vraie France a repris sa place. De nombreux Parisiens répondent à l'appel à la mobilisation et prennent les armes. Mais les résistants restent mal équipés face aux soldats de la Wehrmacht. Et surtout, ils craignent la destruction de Paris. Alors les insurgés s'organisent et s'emparent des points clés de la capitale. Défendre les bâtiments importants, défendre les installations, c'est même demandé par la BBC, c'est préparé par les résistants parisiens. Les Parisiens eux-mêmes n'ont pas voulu que la capitale soit détruite. Le 24 août arrive enfin la 2e DB du général Leclerc. 15 000 hommes et 400 chars et blindés. Ils seront suivis par les troupes américaines. L'état-major allemand, qui avait refusé d'obéir aux ordres d'Hitler de brûler Paris, est fait prisonnier par les Français. Le 25 août, à la gare Montparnasse, le général von Choltitz signe l'acte de capitulation. Cette année encore, les pelouses du parc de Saint-Cloud près de Paris accueillent le temps d'un week-end le festival de rock en scène. Lana Del Rey, Portiched, Arctic Monkeys, des dizaines d'artistes sont invités à clôturer la saison des festivals. Une saison plutôt réussie cette année puisque des records de fréquentation ont été battus un peu partout en France. De la musique métal à Clisson, interceltique à Lorient, de l'opéra à Aix-en-Provence ou du rock à Belfort, cet été, pas moins de 726 festivals en tout genre ont eu lieu en France.
Au sud de Lyon, Vienne, grâce à son festival de jazz, la ville de 35 000 habitants attire chaque année 175 000 personnes pendant 2 semaines. Moi, j'y viens depuis une trentaine d'années, depuis le début du festival, je crois. Je viens de Genève. Et moi, je suis venu pour le festival, pour voir... mais je viens toujours, en fait, au Jazz à Vienne, parce que je trouve le programme est toujours top. Il est trop bien. Après plus de 30 ans d'existence, le festival est devenu une énorme machine. Un business géré par l'agglomération viennoise qui estime l'impact économique à 17 millions d'euros pour la période 2013-2016. Cette année, le chiffre d'affaires s'élève à 5 millions d'euros, des retombées directes et indirectes. L'argent vient d'abord de la billetterie, mais les festivaliers dépensent aussi dans les transports et l'hébergement, ainsi que dans les restaurants et les bars. Tous les stands sont loués en partenariat avec le festival. Ici, la boutique livre-disque, ici, la boutique merchandising. Là, nous vendons des glaces. Et bien sûr, ici, c'est notre buvette. Donc, c'est beaucoup plus d'argent que la subvention du Conseil général ou du Conseil régional. Une aubaine pour les commerçants de la ville. Hôtels et restaurants affichent complet. Ce chef étoilé embauche durant le festival 10 personnes supplémentaires. On va réaliser sur les 15 jours un peu plus de 2500 couverts ici dans notre restaurant éphémère qu'on a situé en plein centre-ville au milieu de la musique. Donc c'est un véritable défi pour nous. Si Jazz à Vienne fait des bénéfices, tout est réinvesti dans des concerts gratuits. Pour les autres festivals en France, les retombées économiques sont tout aussi importantes, d'autant que cette année, des records de fréquentation ont été battus. 102 000 personnes aux Eurockéennes, 139 000 spectateurs payants pour le Hellfest ou encore 92 000 festivaliers aux Francopholies. Le festival est devenu un business juteux qui attire les professionnels. À La Rochelle, ce n'est pas la ville qui dirige les Francopholies, mais une entreprise spécialisée dans l'événementiel. Il ne faut pas se faire de fantasmes, c'est très coûteux et en plus on essaye de maintenir les prix de place très bas. Le festival c'est 30 € pour 5-6 artistes, donc c'est une économie assez juste. Juste, mais tout de même rentable. Après avoir racheté les Francopholies, l'entreprise vient de racheter un autre festival, le Printemps de Bourges, pour près de 2 millions d'euros. C'est la fin de ce numéro de 7 jours en France. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité.